Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo concernant un livre de Naomi Klein, Dire non ne suffit plus. Et il y a une bannière contre la stratégie du choc de Trump, publié chez Actes Sud. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu Naomi Klein. C'est une journaliste d'investigation militante, chroniqueuse syndiquée pour l'hebdomadaire américain The Nation. Naomi Klein s'est fait connaître internationalement à travers trois best-sellers publiés en France. No Logo, c'était sur les marques McDonald's, H&M, Zara. La stratégie du choc, c'était sur les catastrophes naturelles, la crise financière, comme par exemple Katrina. Tout peut changer. Elle fait également partie du bureau directeur de l'organisation environnementale internationale 350.org. Dire non ne suffit plus a été nominé pour le National Book Award 2017 dans la catégorie Essai. Bon, techniquement, c'est un bouquin qui fait 300 pages. Il a été publié en octobre 2017. Facile à lire, puis très agréable pour lire. Moi, j'ai choisi ce livre parce que Naomi Klein, j'avais lu La stratégie du choc et que bon, bah, c'est une personne qui est sérieuse. Elle est canadienne. Je trouve que c'est important d'avoir un avis un petit peu de cette personne. Donc maintenant le contenu du livre, bon, sans surprise, on a compris que ben, elle aimait pas bien Monsieur Trump. Et tout de suite, elle revient sur ses anciens livres, surtout sur le choc, les stratégies du choc qui ont amené ben, les thérapies de choc pour sortir de situations coincées. Et donc là, elle va jusqu'à Reagan, jusqu'à Trump. Et puis, elle parle des États-Unis comme d'une entreprise État. Tout de suite, elle nous parle donc, des chocs. Alors, elle dit que sur chaque livre, elle a travaillé 5 ou 6 ans approfondis pour mettre en évidence ces chocs et surtout ben, le traitement. Hein. Et donc, elle nous parle des attentats en 2015 en France, qui ont servi à, à mettre des lois un peu comme le Patriot Act. Elle nous parle du Brexit. Elle nous parle ben, que en fait ces lois qui se servent d'un événement grave pour limiter en fait ben, la presse, les libertés individuelles et tout ça, ça permettra en Europe de mettre en place ben, un paradis fiscal pour les multinationales. Donc elle a toujours été anticapitaliste, elle s'en cache pas. Bon, clairement, elle est marxiste, hein, puisque elle dit que Trump classe les gens selon leur race, selon leur genre, selon leur sexe, selon plein de choses comme ça, et elle dit qu'il faut faire barrage ben, à tous les formes de xénophobie, tous les populismes, et elle cite Marine Le Pen aussi, en France. Donc elle nous dit que en fait le titre de son livre Dire non, c'est pas viser spécialement Donald Trump ou les gens comme lui, c'est en fait dire non aussi au système qui les a mis en place. En fait, le livre est un recueil des articles qu'elle a sur son site internet. Elle nous parle des branded towns. Ce sont les villes qui ont été créées de toutes pièces par des entreprises privées. Donc elle nous parle de la Floride, où il y aurait une ville créée par Disney. Et puis elle nous parle aussi de Val d'Europe, qui a été aussi créée par Disney, proche du parc d'attractions dans le Val-de-Marne. Et elle dit que c'est en partenariat avec l'État français. Ville privatisée, voire privée, sécurisée, propre, faite pour les riches, avec beaucoup de commerce, un des plus grands centres commerciaux d'Europe avec 160 boutiques. Mais en fait, pour elle, Trump, c'est une marque.
C'est une marque que Donald Trump a créée. Mais au fil des pages, elle parle beaucoup des marques Nike, Starbucks, elle parle des baskets Nike Air Jordan, où en fait elle dit les jeunes sont prêts à faire toute la nuit une queue devant un magasin pour acheter des chaussures à 250 $, et qu'elle dit qu'en fait c'est pas simplement la marque qu'elles achètent, c'est en fait c'est le Just Do It. Et donc elle reprend ces trucs-là. Et moi de suite, ben, je me pose la question, je me dis mais pourquoi elle n'emploie pas le mot les GAFA? Puisqu'elle parle de Google, d'Amazon, de Facebook, tout ça. Et en fait, je vais essayer en continuant à lire le livre, pourquoi elle n'emploie pas ces mots GAFA qu'aujourd'hui tout le monde utilise pour les multinationales. Donc, elle nous décrit un petit peu le CV de Donald Trump quand il a commencé avec l'immobilier, et puis les émissions télé avec la fameuse phrase You are fired, vous êtes viré. Donc elle nous explique qu'en fait Trump c'est une super marque et qu'en fait Donald Trump a compris qu'il pouvait en fait vendre sa marque pour son business. Et bon, moi de suite je pense qu'en fait bah, Trump, selon ce qu'elle nous décrit, en fait bah, ça marchait comme une franchise. Et donc elle nous dit que ben, Trump, là où il a été plus fort que les autres, c'est que en fait, ben, il a vendu son élection, ben, comme en fait un commercial vendrait sa marque. Et que donc ça a payé. Et en plus, le critique beaucoup. Elle dit, bon, ben, elle prend les exemples de vices qu'il y a eu dans ces entreprises, mais elle dit que chaque fois c'est un sous-traitant qui a la marque de Trump. Comme ça, Trump, ben, c'est pas sa faute. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ben, à ce niveau-là, tous les coups sont permis. Il fallait pas s'attendre à ce que Donald Trump soit quelqu'un de moral et, et c'est pas un saint, quoi. À ce niveau-là, on est loin d'être un saint. Elle nous dit qu'en fait, la marque Trump, en fait, s'étend aussi à la famille. Et que un jour, Ivana Trump a porté plainte contre un journaliste, enfin, ou contre un journal qu'il avait accusé d'être une prostituée, et que, une call girl, pardon, et que en fait, elle comptait lancer une marque ben, de bijoux, de vêtements, et qu'à cause de ben, cette réputation, ben, elle n'a pas pu, et elle demandait 150 millions de dollars. Et le journal s'est excusé, et puis a donné un chèque, mais personne ne connaît le montant. Donc là, on voit bien là où elle veut en venir quand elle nous parle des marques et que la famille Trump. Et puis, ben, les enfants, en fait, ils font pareil. Et bon, ça, ils saisissent, hein, c'est l'occasion, hein. Si leur père n'avait pas été président, il l'aurait pas fait. Et elle continue et elle dit qu'en fait, voilà, l'État américain est en train de devenir un népotisme. Et j'ai pas encore fini le livre, mais je pense que elle va nous parler de la famille Le Pen. Dans un chapitre, elle nous parle en fait de l'écologie. Elle dit qu'elle est allée faire un voyage en Australie et il y avait donc du pétrole exploité par BP, British Petroleum, et ça occasionnait en fait ben, des déchets dans la mer, et puis le corail était abîmé, et les algues, et donc elle nous parle de l'écologie, et ça c'est quelque chose qui la touche vraiment, hein. Alors là, l'écologie, faut pas s'amuser avec Naomi Klein, elle est vraiment très remontée contre l'écologie, et de suite elle bascule sur le capitalisme, sur la stratégie du choc, sur Donald Trump qui va en fait faire ben, comme les autres. Et elle fustige beaucoup les politiques de droite. Et donc elle saute un petit peu du coq à l'âne, ça part un petit peu dans tous les sens. Et elle revient dans ce passage-là sur le racisme. Le racisme, le sexisme, l'homophobie dans l'armée, le militarisme. Donc elle est là, on sent qu'elle perd un peu son sang-froid, qu'elle est très remontée. Ça, c'est quelque chose qui la touche, les minorités.
c'est quelque chose qui vraiment la touche. On sent ce côté marxiste. Donc au fil des pages, ben, elle prend les, euh, les actions et les paroles de Donald Trump. Bon, c'est à charge, hein, elle note surtout les mauvaises choses. Et dans un passage, c'est ce que j'attendais, elle parle en fait ben, du TAFTA, enfin c'est pas le TAFTA puisque c'est en Amérique, c'était le traité du libre-échange. Et en fait, elle dit que en fait, c'est bien que Donald Trump ait fait ce que la gauche fustigeait depuis longtemps, mais en fait, on sent que bon, elle a du mal à trouver un point positif à Donald Trump. Bon, clairement, elle dit qu'elle soutenait Bernie Sanders aux élections. Il y a un passage intéressant où elle nous parle, alors je vais donner la page, c'est la page 131 pour ceux qui voudront aller vérifier, où elle parle en fait d'un nouvel ordre mondial qui est en fait négatif pour les travailleurs et sur l'environnement. Alors le passage d'avant, elle nous disait qu'elle était internationaliste et donc universelle, et là, bon, elle revient sur le nouvel ordre mondial. Bon, vous savez ce que c'est le nouvel ordre mondial. Euh, donc ça serait intéressant un petit peu de voir ce qu'elle en pense. Dans un passage où elle dit que Donald Trump a embauché des banquiers de Goldman Sachs pour travailler avec lui, donc elle donne une liste de banquiers qui étaient directeurs ou anciens de Goldman Sachs, et moi j'attends de voir dans le bouquin si elle parle de notre cher président Emmanuel Macron, hein. On va voir un petit peu si elle le compare le passé professionnel d'Emmanuel Macron avec les dirigeants de Goldman Sachs qui travaillent pour Trump. C'est comme elle critique beaucoup les gens de droite. Les gens de droite, les militaristes, ceux qui font la guerre et tout ça. Et en fait, là, encore une fois, j'attends de voir si elle nous parle de la guerre qui a été en Syrie. C'était sous François Hollande, qui est de gauche. Et bon, voilà, elle est un peu monocentrée sur les gens de droite. Les gens de gauche, c'est des progressistes. Mon Dieu, que c'est beau d'être progressiste. On est meilleur que les autres. Bon, voilà, c'est un petit peu rébarbatif dans ce livre. Elle revient sur son livre La stratégie du choc, avec les mesures prises pour gagner de l'argent. Et ben, moi, je vais encore remettre mon grain. Quand il y a eu à Saint-Barthélemy l'ouragan l'année dernière et qui a été vraiment catastrophique, avec ces scènes de pillage, d'émeutes. Bon, c'était sous la gauche, c'était encore. Enfin, là, c'était Macron, c'était pas exactement la gauche, mais c'était Macron. Et puis, on a d'autres exemples comme ça. Quand il y a eu les attentats en France, c'était sous Hollande. Ils ont fait voter des lois, et puis ils nous ont fait voter le mur en verre qui va entourer la Tour Eiffel. Ça va nous coûter encore un pognon fou, ça. Et après, dans certains passages, je note quelque chose aussi qui est pesant. En fait, Naomi Klein, je ne la connaissais pas sous cet angle, hein. Moi, j'avais lu le livre La stratégie du choc, et je ne la connaissais pas sous cet angle-là. Mais plus tard, je vous développerai un petit peu mieux. En fait, elle parle souvent de la race, du genre, des musulmans, des noirs. En fait, des blancs, ouais, les blancs, elle les critique beaucoup, hein. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, elle est obnubilée par la race. Mais en fait, moi, quelqu'un qui parle tout le temps de race, de blanc, de noir, de musulman, ben, moi j'ai envie de lui dire, mais c'est toi qui en fais une obsession. Moi, je pense pas à ça chaque fois. Je me pose pas la question. Je vais pas fouiller dans le passé des gens. Et elle, en fait, je la connaissais pas sous cet angle. Je le redis. En fait, elle est obnubilée par la race. C'est limite hystérique.
Vous savez à qui elle me fait penser? Là, bon, j'ai que ça comme exemple pour que vous compreniez bien. On dirait Rokhaya Diallo. Vous savez, Rokhaya Diallo, la militante féministe musulmane, qui est journaliste, qui passe souvent à la télé et qui elle crache constamment sur l'homme, le mâle blanc de plus de 50 ans et ces gens-là. Dans un chapitre, elle nous dit que on est comme dans les années 30. Alors bon, je m'y attendais un petit peu, hein, quand, quand, quand des gens commencent, quand des marxistes commencent à vouloir descendre quelqu'un les années 30, c'est pas loin. Bon, elle va pas jusqu'à dire que Donald Trump c'est Hitler, mais on est dans les années, on est pratiquement comme dans les années 30, donc peut-être que, vous voyez, où, voilà, il faut. Après, il y a un autre moment où en fait c'est un petit peu paradoxal parce qu'elle dit que en fait les progressistes, ben, eux, ils vendent de l'espoir et les populistes en fait vendent de la peur ou se servent de la peur. Et bon, ben, elle dit il vaut mieux avoir l'espoir que la peur. Et c'est marrant parce que elle fustige le populisme quand il est de droite, mais dans un passage, elle dit que le populisme, c'est bien quand il est de gauche. Ça me renvoie au livre que j'ai fait sur Chantal Delsol, la dernière note de lecture, ou sur le populisme, c'est exactement ça. Quand tu remets pas en doute le, le progressisme, l'universalisme et tout ça, bah, tu peux être populiste. Et ça me fait marrer parce que elle dit que elle vend de l'espoir, hein, c'est ce que j'ai dit. Mais moi, je la trouve très pessimiste. Dans un passage, elle dit que Donald Trump, il va forcément faire des boulettes qui amèneront à la guerre parce que il provoque les musulmans et ça fera des attentats à cause de ces provocations. D'abord, des attentats qui ne sont pas islamistes puisque c'est pas ça l'islam. Euh, la logorée, on la connaît. Et l'espoir, ouais, enfin, elle dit que Trump, enfin, en tout cas, ne lui fera pas, ne donne pas d'espoir. Et elle va même jusqu'à dire que si Trump ne fait pas son mandat entièrement, parce que il est trop mauvais, hein, en plus c'est un voyou, ses copains, c'est pareil, c'est des filous. Donc s'il fait pas un mandat, elle prévoit même qu'il serait capable de faire des choses pour faire effondrer le système. Moi, je vois carrément, il serait même capable de faire disparaître le monde. Donc, vous voyez, en fait, son espoir, en fait, moi, je trouve qu'elle est très pessimiste. Dans un passage, elle nous parle donc de la Méditerranée. Bon, là, ça nous concerne un petit peu plus, c'est l'Europe et donc la migration, les migrants. Et elle nous dit qu'il y a eu 13 000 morts dans la Méditerranée, donc des gens qui fuyaient le réchauffement climatique que les Occidentaux font chez les migrants, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné, c'est que donc les gens comme Naomi Klein parlent des autochtones, le droit des autochtones et des migrants. Mais en fait, l'Occident, il n'y a pas d'autochtones. Ils n'ont pas le droit d'être autochtones en fait. Et c'est ça qui est marrant. Et les pays africains, les aborigènes, en fait les pays qui- les petits pays ont des autochtones, mais pas l'Occident en fait. Les Indiens d'Amérique sont des autochtones, il y a des choses comme ça. Mais nous, par exemple, en Europe, on n'est pas autochtones. Je sais pas, je me pose la question. Je regarderai un petit peu ce que ça veut dire autochtone dans la rousse. Après, je suis d'accord avec elle sur le fait que si un jour nous, on avait besoin de migrer pour des questions, que ce soit climatiques
ou crise, ou je sais pas quoi, on serait bien content qu'il y ait un pays voisin qui nous accueille. Ça, je suis d'accord avec elle. Faudrait être fou pour penser que c'est bien qu'il y ait des gens qui se noient dans la mer ou qui soient malheureux chez eux. Maintenant, là aussi où il faut quand même faire attention, c'est que euh, on peut pas non plus laisser les gens venir comme ça sans contrôler. On a bien vu à cause des attentats, les gens sont passés par les corridors de migrants, hein, et puis bon, les migrants en plus. Bon, ben, il faut arrêter de rigoler 2 minutes, hein. On nous disait que c'était des familles de Syriens, mais bon, une grosse blague, quoi. Je veux dire, ils n'avaient pas des gueules de Syriens, et puis il y avait les familles, c'est pas ce qu'il y avait le plus, hein. Le plus qu'il y avait, c'était des jeunes hommes qui fuyaient, en fait, les problèmes économiques de leur pays, hein. Des vrais gens qui étaient en guerre chez eux, on n'en a pas vu beaucoup, hein. Elle nous parle de la jungle de Calais. La jungle de Calais, en fait, puisque en fait on traite les gens comme des animaux, donc du coup, ben en fait, on les appelait la jungle pour rappeler que c'est des animaux. Et puisque je suis sur le sujet des migrants, là, elle nous parle des migrants, mais le fustige les milliardaires, mais pas George Soros. Donc à mon avis, elle est Soros compatible. Sur un petit passage aussi, bon, elle parle des milliardaires qui en fait achètent des morceaux de bunkers protégés par des mercenaires privés, style Blackwater, habillés de noir, armés jusqu'aux dents. Bon, elle nous parle aussi des films catastrophes où c'est vrai qu'on voit un petit peu ce modèle-là se dessiner. Euh, Elle se dit donc altermondialiste. Donc en fait, elle serait pour qu'on baisse les frontières. Mais moi, ce que je pense, c'est que les frontières, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Évidemment, ouais, son monde, il serait bien si tout le monde était d'accord. Je suis le premier à le dire. Ils ont raison, tous ces gens. Naomi Klein elle a raison de dire c'est pas bien, il faut pas être méchant avec son voisin, il faut partager. Je suis d'accord avec elle, on est tous d'accord. Mais ça, c'est possible que si on a une conscience commune, mais c'est pas possible. Le monde est trop vaste, il y a trop de différences. Les gens, on voit bien déjà dans un bled, les gens ils se tapent dessus. Alors imagine quand on dépasse des concepts, des paradoxes, des paradigmes, des ce que vous voulez. Euh, c'est trop, c'est trop. Après, j'avoue quand même une qualité, on va dire ça comme ça. Elle revient sur son appel au boycott qu'elle avait fait contre Israël. Et là, on voit vraiment le sens du marxisme dans sa pensée. Parce qu'en fait, elle riposte en fait à la politique des Israéliens envers les Palestiniens. Et bon, là, quand même, son courage. Je note son courage où elle a appelé le boycott. Alors elle revient dessus, elle explique pourquoi. Et en fait, c'est ça, elle veut un monde sans frontières. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est là où elle veut pas aller plus loin, c'est que finalement, les milliardaires qu'elle dénonce au fil de ses livres, ben, eux aussi, ils veulent plus de frontières. Parce que les frontières sont un obstacle à leur émancipation, à leur profit dans le monde entier. Après, elle nous parle aussi de ses voyages qu'elle a fait. Bon, sûrement, elle a pris l'avion. Et sûrement, elle doit avoir des ordinateurs, des tablettes. Elle doit avoir une voiture. Elle nous parle du pétrole. Oui, bon, tout ça, on est. Mais elle participe, elle aussi. Elle pollue. Euh, pour vendre ses livres, il faut couper des arbres. Le réchauffement climatique, Naomi. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On revient à l'âge de pierre? Mais tout le monde, alors, il faut que tout le monde revienne à l'âge de pierre. Dans un passage, elle nous explique en fait les
bon côté en fait de ces chocs, de ces crises, c'est que en fait elle constate que dans certains endroits, ben, en fait les gens ont manifesté tous ensemble ben, pour accueillir des migrants, hein, pour protester contre certaines décisions politiques et qu'ils ont même bravé des interdits, ils ont fait des sittings et des choses comme ça. Elle nous cite ben, en fait les avancées qu'il y a dans certaines villes en Europe. Bon, ben, elle parle des gens qui ont pris le pouvoir et qui sont en fait ben, qui sont issus de minorités. On pourrait penser à Sadiq Khan, le maire de Londres, et puis il y a d'autres personnes comme ça. Et bon, en fait, elle vante des gens qui eux vantent ben, en fait le modèle européiste. Voilà, donc déjà on commence à comprendre un petit peu mieux sa vision des choses. Bon, ben comme je le redis, elle est altermondialiste, hein, donc c'est encore c'est une autre branche du mondialisme, hein, mais c'est le mondialisme quand même, hein. C'est un mondialisme plus marxiste. Et donc elle vante ces trucs-là, et elle fait référence notamment aux luttes des syndicats qu'il y a eu donc à la fin du 18e siècle, début 19e, et elle reprend les travaux de Howard Zinn, donc elle cite des phrases. Alors moi j'avais lu un livre de Howard Zinn qui était très intéressant, c'était sur la lutte des classes, les rassemblements, les premiers rassemblements des gens des travailleurs, c'est ceux qui ont fait avancer aussi le monde du travail, donc là-dessus je peux que être d'accord, c'est intéressant. Et bon, après, voilà, elle revient sur la race, les classes, et elle parle de mouvements. Là aussi, c'est un peu incohérent. Elle parle de mouvements qui, en fait, sont des minorités et qui se revendiquent donc minorités communautaires. Par exemple, Black Lives Matter ou des gens comme ça. Et moi, je me dis, bon, si jamais il y avait un mouvement qui s'appelait White Lives Matters, ben, tout le monde dirait que ce sont des fachos, des nazis, et ainsi de suite. On connaît la rhétorique, et c'est ça qui est difficile à comprendre. Les minorités ont droit, et puis d'autres minorités ou d'autres, ou même la majorité, n'a pas le droit de s'appeler comme ça. Donc, à la fin du livre, nous donne des pistes à suivre. Je vais vous en citer quelques-unes, mais en fait, pour que vous compreniez bien, en fait, bon, mais c'est le programme du NPA, hein. D'abord, si vous cherchez un petit peu sur YouTube, il y a des vidéos avec le NPA ou Mediapart. De toute façon, c'est la même chose. Euh, ou alors le pape, Bergoglio. C'est exactement pareil, hein. C'est ouvrons les frontières, faisons venir tout le monde, remboursons des frais pour les victimes de l'esclavage, les autochtones, les migrants, les immigrés, les LGBTQI, machin. Enfin, je veux dire, ça s'arrête pas, quoi. Et moi, en fait, je me pose une question. En fait, elle se considère quoi? Madame Naomi Klein, vous vous considérez dans quel... vous vous considérez comment? Autochtone, canadienne, euh, migrant, immigré? On ne sait pas en fait d'où vous parlez. Alors moi je pense que en fait vous parlez parce que de votre identité, c'est-à-dire d'une personne blanche privilégiée. Donc voilà, on entend, je vous dis, c'est Rokhaya Diallo, c'est tous ces gens-là. Et en fait, dans les mesures que il prévoit, donc il y a des trucs bien, il faut pas non plus dire que c'est pas bien. Il y a quand même des bonnes choses, mais ça marche que quand tout le monde a une bonne mentalité. Mais on voit bien que le monde entier, il y a plein de gens qui n'ont pas de bonnes intentions, surtout envers nous. Alors bon, s'ils ont de mauvaises intentions, c'est notre faute. Il y a même des ateliers dans les prisons qui reprennent ces travaux. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où ça va, quoi. Alors il y avait des bonnes propositions, notamment sur l'écologie, bien sûr, sur la taxe sur les produits financiers qui permettraient de récolter des milliards, hein, la taxe sur les milliardaires, 1%, ça serait 45 milliards par an. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes et que je trouve que
c'est possible. Mais là, je vais vous lire un petit peu ce que vraiment elle, elle prévoit. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que en fait, en fait, il faut tuer le Trump à chacun de nous. Et donc là, on est en plein dedans la haine de soi. Là, j'ai compris d'où elle parle. En fait, bon, ben, elle est dans la haine de soi. Hein, elle est complètement perturbée, problème d'identité. Bon, ben là, ouais, je comprends mieux. Et donc, en fait, sur le plan personnel, elle se pose la question comment tuer le Trump en moi. Avec l'arrivée de nouveaux régimes à Washington, beaucoup d'entre nous nous ont fait l'effort de surmonter leurs partis pris et leurs préjugés, ceux-là même qui nous ont souvent divisés par le passé. Bon, vous voyez, en fait, il y a plusieurs moyens, trop souvent négligés, de combattre son Trump intérieur. Traquer toutes nos petites habitudes un peu trumpesques. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ces traits nous rendent tous responsables du résultat de l'élection, peu importe qui a voté pour qui et pourquoi. Donc vous voyez, en fait, faut tuer le Trump qui y a entre dans chaque personne, dans le monde entier. Ben, en fait, c'est pas dans le monde entier, c'est dans le monde blanc, hein, faut être clair. Hein. Voilà, bon, ben, je vous ai donné un petit peu ce qu'elle prévoit. Maintenant, moi, je vais faire une petite conclusion, hein, parce que, voilà, donc Madame Noémie Klein, je la connaissais pas sous cet angle-là. J'avais lu son livre La stratégie du choc que j'avais trouvé très bien. Bon là, je vois une Noémie Klein, je vous dis NPA, Rokhaya Diallo, le pape. Bon, qu'on soit clair, elle a le droit de penser ce qu'elle pense. Moi, je l'interdirai jamais de penser. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut clouer le bec à mes adversaires. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. J'attends rien. Hein. Moi, je suis juste un observateur sur YouTube, je fais mes vidéos. Maintenant, juste, je vais dire un petit truc, un dernier petit truc. En fait, les gens, ils veulent pas de l'extrême droite. Ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité. Ce qu'ils veulent, c'est des écoles pour leurs enfants, un boulot et garder leur tradition, avoir un toit. Ils ne demandent pas grand-chose, les gens. Donc, si ça, c'est être Trump, si ça, c'est pas bon, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur ma chaîne, on est là pour en parler. Si vous avez des sujets pour que je m'améliore,